Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 26 novembre. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo à venir. Les 13e trophées du Club Éco ont été décernés hier soir au Grimaldi Forum. Innovation, Made in Monaco, le manager de l'année. Nous découvrirons ensemble les lauréats dans un instant et recevrons l'un des maîtres d'œuvre de cette cérémonie, le directeur général du groupe Nice Matin, Simon Perrault. L'économie, le social, l'aspect environnemental, toujours au cœur des préoccupations du CESE, présidé par Caroline Rougueignon-Vernin, qui sera notre invitée après avoir rencontré et échangé pour la première fois avec le ministre d'État. Veille de match de Ligue des Champions pour l'AS Monaco FC face au toujours très talentueux joueur portugais du Benfica Lisbonne. L'état d'esprit de l'entraîneur, ce soir l'entraîneur monégasque à 18h, avant la rencontre de ce mercredi à 21h. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le Palais Princier s'est illuminé en orange. La Principauté qui a participé hier à la célébration du 25e anniversaire de cette journée à l'ONU. Daphné Leçon, représentante permanente adjointe de Monaco auprès des Nations Unies, est intervenue pour réaffirmer l'engagement de Monaco en faveur de l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles, après avoir souligné que les violences étaient commises dans la sphère virtuelle et réelle, notamment dans le domaine sportif. Elle a rappelé que certaines violences étaient plus visibles que d'autres et a pu également faire part du lancement de la campagne intitulée « De l'ombre à la lumière » initiée par le Comité pour la promotion et la protection du droit des femmes de Monaco afin de lutter contre les violences plus difficiles à identifier. Retour en Principauté avec hier soir la 13e édition des Trophées du Club de l'Éco Monaco qui a récompensé 6 entrepreneurs monégasques, les directeurs des Baleines Monte-Carlo, de la BNP Paribas, de Stage Vélo ou encore de l'entreprise monégasque de travaux, d'Autoneuro Monaco et de Fraser Worldwide qui ont été distingués par Monaco Matin et le Monaco Economic Board. Pour l'occasion, le ministre d'État Didier Guillaume a tenu à rappeler la force et la richesse de la diversité des PME de la Principauté. Émilie Flamin et Alexa Vial ont assisté à cette soirée de récompense. Elle a reçu le prix de manager de l'année. Françoise Puzena, la directrice de la BNP Paribas, est à la tête d'une entité de 200 personnes. Pour elle, le plus important, c'est de mettre l'humain au centre de tout. Je manage avec mes convictions, je manage avec mon enthousiasme et sincèrement, pourquoi précisément, je ne saurais pas vous le dire. Ce qui est sûr, c'est que je suis très heureuse d'avoir l'équipe que j'ai, je suis très fière, je trouve que c'est une très belle équipe qui travaille énormément, qui est compétente et qui est au service de nos clients. Lui a reçu le trophée Développement durable. Voilà 23 ans qu'Éric Humilier est directeur de l'entreprise monégasque de travaux. Depuis 2020, il a réussi à diminuer de 60% l'empreinte carbone liée au transport de matériaux grâce aux biocarburants. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il a également travaillé sur les matières premières. Nous, notre ambition, c'est de réduire au maximum la présence de ciment dans nos bétons, de sorte qu'on réduit notre empreinte carbone autant que possible. Et donc pour le faire, on utilise des coproduits industriels, c'est-à-dire qu'on remplace le ciment par entre guillemets, des déchets d'usines industrielles, du laitier de chez ArcelorMittal ou des centres de centrales thermiques, pour éviter de générer du CO2 dans nos productions. Donc quelque part, on aide les chantiers à être plus vertueux. International, Made in Monaco, prix spécial du jury, innovation. En tout, ce sont 6 trophées qui ont été décernés. Un moyen de mettre à l'honneur des entrepreneurs qui participent au dynamisme de l'économie monégasque. Il est très important de démontrer que la communauté économique monégasque est liée, performante, et la récompenser de cette performance. C'est évidemment une récompense symbolique, mais c'est une récompense très importante parce qu'elle démontre le sérieux d'une entreprise. Depuis 2012, près de 90 entreprises ont été récompensées lors des trophées du Club de l'Éco Monaco. Et pour revenir sur cette soirée de récompense, sur la philosophie et l'importance de ces prix d'excellence, nous recevons Simon Perrault, directeur général du groupe Nice Matin. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Important de vous retrouver ici à Monaco pour des trophées qui comptent dans notre vie ici en Principauté, avec des trophées qui incarnent le dynamisme, l'innovation aussi, le Made in Monaco.
Ouais, on est très fiers de porter cet événement depuis 13 ans maintenant. Et puis ça, je pense, démontre l'engagement de notre groupe et surtout de notre titre Monaco Matin dans la dynamique que vous avez évoquée sur l'attractivité économique, sur l'innovation, la créativité des entreprises qui composent cette belle principauté. Et chaque année, vous récompensez des entrepreneurs remarquables. Moi, j'adore en tout cas ce qualificatif. Ouais, chaque année, on est épaté parce que chaque année, on a de nouveau des candidats brillants. Et ça démontre cette capacité à innover, à créer, à se transformer de tous les entrepreneurs de la principauté. Et on est très fiers de pouvoir accompagner cette dynamique-là. On travaille dans l'excellence, c'est clair. C'est remarquable, hein, c'est le cas de le dire. On a face à nous des entrepreneurs qui sans cesse innovent et je crois qu'on peut être très très fiers, en tout cas je le suis, vous l'êtes aussi en tant que média, de pouvoir participer à cette dynamique de montrer, de porter toutes ces initiatives. Et l'attractivité bien connue ici en Principauté de Monaco. On parle bien sûr du manager de l'année, on parle d'innovation, on parle aussi de développement durable, c'est dans l'air du temps. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus compter sans tenir compte de la transition environnementale. On est sur un lieu aujourd'hui, le Grimaldi Forum qui le démontre, hein, avec cette extension sur la mer. On arrive à composer avec économie et respect de l'environnement. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un élément important de l'activité économique de la Principauté. Il y a également, pour terminer sur ces prix, sur ces 13e trophées du club Eco Monaco, un prix spécial du public et du jury presque. Oui, bien sûr. Enfin, c'est surtout un prix du public. Ces trophées, c'est avant tout un jury de grandes entreprises qui participent à cette attractivité de l'économie de Monaco. Mais c'est aussi, et c'est notre rôle, de donner la voix à tous nos lecteurs, à tous les habitants et à tous les acteurs qui veulent également prendre part à ce trophée. Donc on est très fiers de pouvoir récompenser une entreprise par ce trophée. Nice Matin, Var Matin, Monaco Matin, c'est par mois 5 millions de lecteurs. D'où cette appétence pour l'économie, bien sûr. Il y a toujours des grands dossiers éco dans vos journaux. Oui, c'est ça, et je pense que notre approche, elle est un peu différente d'autres acteurs économiques qui existent, de médias. Nous, notre rôle, c'est, moi j'aime à dire qu'on est le reflet du territoire qu'on accompagne, et surtout, on est le porte-voix de nos lecteurs. Et l'économie, elle s'entend sur toutes ses formes, pas simplement des grandes entreprises, mais aussi des petits entrepreneurs. Et je crois que ça, c'est notre rôle, celui qu'on aime à mener au quotidien par notre rédaction. Et je voudrais saluer le travail incroyable de nos journalistes qui, au quotidien, relaient cette activité, cette créativité de tous ces entrepreneurs. Les mots-clés, c'est quoi? C'est proximité, c'est indépendance éditoriale, c'est aussi responsabilité sociale? C'est exactement tout ça. C'est le respect de l'indépendance de la rédaction, de la presse, mais c'est aussi l'innovation, c'est la créativité, c'est aussi de l'efficacité parce que je crois que nos lecteurs, mais aussi les entrepreneurs qui s'adressent à nous ne peuvent plus se permettre aujourd'hui de ne plus être efficaces. C'est tout ça et puis c'est savoir se réinventer tout en gardant une chose en tête, c'est notre attachement au territoire. Vous l'avez rappelé, on est très attaché à Monaco et la Principauté, mais on est également très attaché aux Alpes-Maritimes à travers Nice Matin et très attaché au Var avec Var Matin. Bien sûr, et nous, bien sûr, on a toujours cette petite lecture du matin, vous le savez, même papier encore pour beaucoup, ceux de ma génération, et le digital sur Monaco Matin. Merci mille fois d'avoir été avec nous à l'occasion de cette soirée des 13e trophées du Club Éco de Monaco. Merci à vous. Merci Christophe. Attractivité, dynamisme, excellence, diversité, toujours en matière d'économie. La Société des Bains de Mer continue de s'exporter jusqu'en mer. La marque a inauguré son premier casino à bord du Crystal Symphony. C'était le 14 novembre dernier, au large de Venise. Le président du groupe, Stéphane Valéry, est revenu sur ce partenariat aux côtés de Sarah Nkai. Nous avons assuré donc le choix de la décoration du casino, le choix des tables, avec du poker Texas Hold'em, avec des roulettes américaines et du blackjack, et puis d'une trentaine de machines à sous. Nous avons formé les personnels, car il faut que ce soit l'expérience du jeu des casinos de Monte-Carlo. Et voilà, nous sommes très heureux à la fois de ce relais de croissance, qui bien sûr va ramener des résultats positifs pour la SBM, mais aussi
Nous sommes dans notre rôle un peu d'ambassadeur de la principauté. Nous avons là une clientèle américaine de très haut niveau, car c'est une compagnie qui a des clients qui sont les mêmes que les nôtres, des clients à très haut pouvoir d'achat. Et nous ferons venir les bateaux à Monaco. Il y en aura un deuxième d'ailleurs, avec un deuxième casino à la fin de l'année. Et nous espérons aussi que cette clientèle américaine de très haut niveau, quand elle sera présente à Monaco, viendra découvrir quand même ce qui reste je dirais à l'origine de tous les grands casinos du monde, le grand casino de Monte-Carlo. Et un deuxième casino ouvrira dans quelques semaines, le 18 décembre pour être précis, à bord du Serenity qui partira de Floride. On reste quelques instants encore dans le domaine de l'attractivité et des sujets et autres préoccupations qui mobilisent actuellement le CESE, le Conseil économique, social et environnemental de Monaco. On va faire le point ce soir sans plus tarder avec sa présidente, Caroline Roguignon-Vernin, qui est donc avec nous. Bonsoir madame. Bonsoir Christophe. On va faire un point sur les sujets et les préoccupations, en tout cas qui mobilisent actuellement le CESE. C'est intéressant puisque vous venez de rencontrer le ministre d'État. Est-ce qu'on peut avoir la teneur de vos échanges ? Écoutez, oui, je l'ai rencontré, j'ai été très heureuse de le rencontrer et je lui ai présenté donc le Conseil économique, social et environnemental de la Principauté qui est légèrement différent quand même du français. Et je lui ai expliqué le rôle de notre assemblée, la 3e assemblée de la Principauté, qui a une particularité, c'est qu'elle ses membres ne résident pas forcément à Monaco. Ils travaillent tous à Monaco, mais on peut avoir des monégasques, des non-monégasques, des salariés qui sont de Monaco ou d'à côté, non-résidents. Donc c'est une des particularités, en plus évidemment des traditionnels partenaires sociaux et membres de la société civile. Bien sûr, c'est un grand moment de partage à chaque fois entre vous, bien sûr. Exactement. Donc, notre assemblée a pour rôle d'émettre des vœux sur des sujets qui l'intéressent, qui la préoccupent, qu'elle semble pertinent pour la Principauté et son développement, ou alors de répondre à des avis et émettre des avis sur sollicitation souvent de projets ou propositions de loi, et donc de participer à sa façon, à sa petite façon, à la création des textes législatifs ou réglementaires. Certains de nos membres, même la plupart, participent à des tas de réunions en principauté, de commissions. On invite les personnes politiques et puis on passe des messages lors de notre cocktail. Enfin, on essaie d'être le plus présent possible partout pour compter au mieux et faire un bon travail pour qu'il soit bien suivi et écouté. Bien sûr, et encore une fois, tout le monde est à l'écoute de ses préoccupations. On rappelle, c'est le domaine économique, social, environnemental. Quels sont justement les sujets qui vous mobilisent en ce moment ? Alors, les sujets qui nous mobilisent en ce moment, c'est bien sûr l'attractivité. On travaille et tout le mandat, toujours, et notre principauté travaille, enfin, on travaille tous dans le même sens, mais nous également. L'attractivité pour les nouveaux entrepreneurs qui puissent venir s'installer, pour les salariés, faire venir des salariés, pour de nouveaux résidents, enfin, pour que notre principauté soit très attractive à tout niveau. Bon, on a également évidemment les sujets de mobilité qui nous intéressent. On est vraiment directement concernés, on a beaucoup de salariés dans notre assemblée. Et puis évidemment, tout ce qui est relations entre les partenaires sociaux, tout ce qui est relations sociales, environnementales. Donc, ces connotations sont bien présentes et on a beaucoup de vœux dans ce domaine également. Et puis, dans nos préoccupations, on a forcément également la liste grise, où toute l'énergie de toute la principauté doit être mobilisée pour en sortir. C'est ce que nous faisons tous, je crois. Oui. Et également, peut-être là, à titre plus personnel, veiller à nos équilibres financiers et à réfléchir à peut-être un phasage dans nos grands travaux, un phasage de façon à maintenir et à préserver nos grands équilibres financiers de l'État. Au niveau environnemental, est-ce qu'il y a du mieux ? Est-ce qu'au niveau social, tout va bien aujourd'hui ? Puisqu'au niveau économique, on a toujours parlé d'attractivité, on a bien compris. Quelles sont d'ailleurs vos priorités pour 2025 ? Nos priorités pour 2025 sont de toujours faire de nombreux vœux, de contribuer le plus possible à toutes les questions que se pose la Principauté. On a été beaucoup saisis, sollicités par le gouvernement sur des projets ou propositions de loi. Durant ce mandat, on a eu 17 sollicitations du gouvernement, du Conseil national, 4 du gouvernement. Donc
On est très partant et très motivé pour continuer à répondre au mieux à toutes les sollicitations que nous pouvons avoir. Merci pour tout ce que vous faites en tout cas en Principauté. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci Christophe. Un nouveau déplacement pour le prince souverain placé sous le signe de l'innovation et de la coopération internationale. Destination Singapour, où l'on va retrouver l'une de nos envoyées spéciales, Vanessa Dessy. Et oui Christophe, c'est à Singapour que le prince Albert II entamera un programme chargé. Il participera dans un premier temps à l'Ocean Innovators Platform, un événement clé pour promouvoir les solutions technologiques en faveur de la protection des océans. Il participera ensuite au gala de la Fondation Prince Albert II afin de soutenir les initiatives environnementales. Ce sera également l'occasion pour le souverain de renforcer les relations bilatérales entre Monaco et Singapour. Nous y reviendrons bien évidemment plus en détail dans nos prochaines éditions. Organisée par l'AMCA, l'Association monégasque pour la connaissance des arts, une conférence a été donnée hier soir au Théâtre des Variétés. Son Excellence Jean d'Aussonville, l'ambassadeur de France en Principauté, qui s'est occupé pendant plus de 13 ans du château de Chambord et qui a été, à l'initiative d'ailleurs de son ouverture au public, est intervenu pour parler de ce lieu magique et énigmatique. Le thème de cette conférence, Chambord ou comment accueillir des publics de tous horizons. Christine da Petit-Homel est allée à sa rencontre. C'est une longue histoire qui a 5 siècles, puisqu'on a fêté les 500 ans de Chambord en 2019. Et en réalité, il y a même eu un Chambord avant Chambord, puisqu'il y avait déjà un château avant. Et c'est une histoire très curieuse, paradoxale, parce que c'est un château qui a été délaissé à certains moments et qui en même temps a toujours fasciné. Donc il est présent dans notre imaginaire, et puis finalement, il n'a pas été utilisé et il ne faut pas le comprendre comme un château d'utilité, mais comme un château manifeste, un château de rêve et qui continue de nous faire rêver. On s'adresse à des publics qui vont de l'enfance jusqu'à l'âge très avancé, avec des gens qui ont des bagages culturels très différents, des attentes très différentes. Et il ne faut trahir personne, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut dire la vérité, dire ce que c'était en adaptant le discours, et puis prévoir aussi des temps de pause, garder les gens, les inciter à revenir. Et donc, ça suppose de présenter toute une palette d'activités. Ça va du spectacle équestre à la visite conférence, au moment aussi où une famille peut se retrouver pour prendre une glace, un café. C'est très important d'avoir des temps de pause dans une visite. Et en fait, c'est passionnant, parce que vous parlez à tout le monde. La France entière, mais aussi l'Europe. Pour moi, égoïstement, il représente une tranche de vie et un lieu aimé qui restera toujours dans mon âme, mais il représente certainement un visage de la France, un visage aussi quelque part de l'Italie, parce qu'une influence italienne forte, et un lieu qui reste énigmatique, mystérieux, qui allie la poésie avec la grandeur, et c'est très rare de réunir les deux. Leur mission ? Faire respecter les règles des compétitions automobiles. Une trentaine de juges venus du monde entier étaient rassemblés en congrès hier au Fairmont Monte-Carlo pour tirer le bilan de l'année écoulée. Pour tout comprendre sur les juridictions de la Fédération internationale de l'automobile, Sarah Inkari et Marie-Yves B se sont penchées sur ce dossier. Dotée d'un tribunal et d'une cour d'appel, la Fédération internationale de l'automobile dispose de son propre système judiciaire pour traiter des litiges sportifs liés à la Formule 1, au karting ou encore au rallye. Si je vous dis qu'il y a des normes pour l'épaisseur des plaquettes de frein qui ne doivent pas faire plus de 2 ou 3 mm, alors c'est un exemple qui est purement inventé, mais ça revient à ça, et bien il se trouve que si la voiture, à la fin de la course, la plaquette de frein, elle ne fait que 1 mm ou elle en fait 4, ça peut conduire à la disqualification de cette voiture. Et donc ensuite, si l'écurie n'est pas satisfaite par ces décisions, elle peut faire appel devant la cour d'appel de la FIA qui peut annuler ou confirmer la première décision prise par les stewards. Les sportifs eux-mêmes peuvent être sanctionnés, notamment en cas de comportement non conforme au code de conduite de la FIA. C'était le cas du pilote de rallye Sébastien Ogier il y a quelques années. Il y avait une chicane, c'est-à-dire des éléments mobiles qui avaient été placés là pour ralentir les voitures pour des raisons de sécurité, mais cette chicane était composée d'éléments qui étaient en plastique. Donc on pouvait foncer un petit peu dedans, ça n'endommageait pas la voiture. Mais l'idée c'était de ne pas les toucher justement pour ralentir, et lui il avait un petit peu forcé le passage pour gagner du temps. Il avait été sanctionné, il était venu devant la cour d'appel pour contester cette décision qui lui faisait perdre des points au championnat du monde.
Au final, il avait eu, la cour d'appel lui avait donné tort, mais ce qui est plutôt bien, c'est qu'à la fin, il avait quand même été champion du monde, donc son titre ne s'est pas joué devant les cours, mais bien sur la piste. Les sanctions peuvent se matérialiser par une pénalité en temps, par une amende et dans les cas les plus graves, par la disqualification pure et simple. Pour statuer sur ces dossiers, des juges, pour certains spécialisés dans le sport automobile, tranchent les différends en toute indépendance. La FIA no interfiere en su trabajo, es un órgano 100% independiente de nuestra normativa y llevamos muchos años colaborando juntos y estamos muy satisfechos del trabajo que con su independencia lleva esta corte. Comme chaque année, l'ensemble des juristes se réunissent pour établir le bilan des 12 derniers mois et réfléchir à comment améliorer le fonctionnement des juridictions. Ça affecte notamment des délais de procédure, ça affecte aussi la durée du mandat des juges, enfin un certain nombre de choses très, très techniques, mais qui sont utiles pour notre fonctionnement au quotidien, sachant que nous montons quand même en gamme. Chaque année, il y a plus de recours que les années précédentes. Cette année notamment, 13 dossiers ont été traités, à savoir que les appelants gagnent dans 30% des cas et qu'une seule affaire a été contestée en dehors de la FIA au cours des 12 dernières années. Le retour de la Ligue des champions de football est une nouvelle étape d'importance pour l'AS Monaco FC avec la réception demain soir 21h du Benfica Lisbonne. Monaco actuel 3e de ce classement européen avec 10 points. Benfica 19e sur 36 équipes en lice avec 6 points. Sentiment pas inintéressant d'avant-match avec l'entraîneur Adi Hutter. For sure an interesting one because two teams are facing each other with high quality, especially also up front. And also I saw Benfica in Munich, they also when they needed to defend really well in low block, but yeah, they have 6 points. We have 10 points out of 4 games, so they are also in this competition a little bit more under pressure. And I don't want to say that this is an open game, but for sure this is a game between two teams. They like it to play up front. They want to play an inspiring style of football. And yeah, we are looking forward to facing Benfica tomorrow. Le Téléthon débutera en principauté ce samedi 30 novembre sur la promenade Honoré II et à la maison des associations avec des activités telles qu'une photo avec le Père Noël, un baptême de moto ou encore un flash mob et divers stands sur place. Un Téléthon en 2 actes cette fois à Monaco avec les 18 et 19 janvier prochains à l'espace Léo Ferré, de nouvelles grandes animations prévues à cette occasion. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous, Christine Petit-Homel. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Eh bien, demain, le temps sera un peu hésitant. Le ciel se partagera toute la journée entre le gris et le bleu. Le thermomètre, quant à lui, oscillera entre 11 et 14 degrés. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Séverins. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec cette très belle initiative issue du programme One Team de l'Euroleague de basket avec un moment de partage cet après-midi entre Special Olympics Monaco et la Roca Team et l'un de ses joueurs notamment, Mam Jaite. Un instant d'échange placé sous le signe de l'inclusion et de l'apprentissage à travers le sport. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain 19h pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Et plus que jamais, vous êtes bien sur Monaco Info.